Sitôt achevé le débarquement en Normandie, certaines unités de démolition furent engagées sur le front du Pacifique, où on les rebaptisa UDT, Underwater Demolition Teams. Reconquérant les archipels du Pacifique les uns après les autres, les Américains se rapprochaient du Japon. Le rôle des UDT évolua en conséquence. Chaque atoll était entouré de récifs de corail, aussi redoutables à franchir que les défenses bâties par les Allemands sur les côtes de France. Les UDT procédaient à des missions de reconnaissance destinées à préparer l'assaut des Marines. On les amenait sur les plages à bord de petites embarcations rapides qui les recueillaient quelques heures plus tard. Leur armement s'était simplifié. Ils se limitaient la plupart du temps à un poignard de combat. Ils étaient néanmoins dotés de matériel de plongée plus sophistiqué, avec montres, compas et radios étanches. Autant d'accessoires précieux pour baliser les voies d'accès aux bateaux de débarquement à travers les récifs coralliens. Une tâche d'éclaireur toujours doublée de missions de destruction des obstacles et des fortifications qui protégeaient les plages. Les unités furent renforcées. Elles étaient maintenant constituées d'équipes d'une centaine d'hommes, fortement encadrés. En 1945, les UDT étaient plus de 3500. La fin de la guerre approchait. Il était prévu que les équipes de démolition seraient les premières à débarquer au Japon pour préparer l'assaut décisif des Marines. Leur avenir était tout tracé. Avant même la fin des hostilités, les UDT avaient commencé à travailler avec les experts de l'Office of Strategic Services, l'ancêtre de la CIA. Les hommes de l'OSS constituaient l'élite des services spéciaux, recrutés dans toutes les branches de l'armée, mais aussi dans le civil. Ils n'étaient pas soumis aux mêmes contraintes que les unités conventionnelles. Leur mission, espionnage et sabotage. Les UDT n'eurent pas grand-peine à assimiler rapidement les techniques de cette guerre secrète. Ils apprirent notamment de leurs collègues de l'OSS l'utilisation efficace des derniers matériels de plongée sous-marine, encore relativement primitifs et dangereux. Ces combattants d'un nouveau genre, bizarrement équipés, seront bientôt baptisés Hommes Grenouilles. De cette collaboration entre UDT et OSS allaient naître quelques années plus tard les Navy Seals, appelés à s'illustrer notamment en Asie du Sud-Est. Mais en 1945, une nouvelle guerre paraissait très improbable. La plupart des hommes de l'UDT furent démobilisés. Une poignée d'entre eux seulement fut maintenue sous les armes, et pourtant, les hommes grenouilles allaient bientôt trouver à s'occuper. Dès 1946, les UDT furent engagés dans l'opération Crossworld, les essais nucléaires dans le Pacifique. La Navy voulait tester l'influence de ces explosions sur les navires de surface. Les nageurs de combat furent chargés de surveiller les abords de l'île de Bikini, centre des expériences. Ils eurent à expérimenter les premiers l'effet dévastateur de la bombe. Le temps du nageur solitaire armé de son seul poignard ou d'un pistolet était bel et bien révolu. Le 25 juin 1950, les Nord-Coréens communistes envahirent la Corée du Sud. L'armée américaine remontait au combat. Les UDT stationnés au Japon furent aussitôt appelés en renfort.
Ils entrèrent immédiatement en action dans des opérations de reconnaissance et de sabotage le long des côtes. Le lieutenant UDT George Hutchinson eut le triste privilège d'être le premier blessé américain du conflit. Engagés à de multiples reprises, les équipes de démolition eurent l'occasion de démontrer que leurs experts en explosifs étaient aussi d'excellents combattants. Les succès remportés par les UDT en Corée leur valurent de se voir confier des missions de plus en plus diversifiées. Non plus seulement le déblaiement des plages, mais des opérations de guérilla et d'espionnage. Autant de techniques malheureusement pleines d'avenir. En 1958, les communistes chinois commencèrent à bombarder les îles nationalistes de Quemoy et Matsu, situées entre la côte chinoise et Formose. La 7e flotte américaine fut déployée dans la région et les équipes UDT chargées de missions de reconnaissance. Cette stratégie de dissuasion porta ses fruits. La guerre fut évitée et les années 60 débutèrent dans un climat d'optimisme. L'élection de John Fitzgerald Kennedy semblait présager une détente. Le monde vivait à l'heure de James Bond et d'un certain idéal non conventionnel. Kennedy appréciait les forces spéciales et leur apporta son soutien. Les 4 prochaines années seront difficiles. Ce seront pour nous des années de défis. L'élection a été serrée, mais je pense qu'il existe aux États-Unis un consensus pour un effort national susceptible d'amener ce pays à traverser les années 60 dans un climat de sécurité. La Navy décida de créer au sein des UDT de nouvelles équipes d'opérations spéciales. En 1962, elles furent officiellement placées sous un commandement autonome. Ce fut l'origine des Navy SEALs. Entre-temps, les UDT avaient relevé un nouveau défi. Ils furent parmi les premiers à être impliqués dans le programme spatial américain. Avant l'envoi dans l'espace d'un premier astronaute, des plongeurs procédèrent pendant de longues heures à des tests sous-marins pour évaluer la capacité humaine à endurer l'absence de pesanteur. Leur exceptionnelle endurance fut également utilisée dans des expériences médicales destinées à évaluer la résistance au stress. Elles permirent de fixer une série de normes qui furent appliquées de manière systématique dans le recrutement des astronautes. Même après l'envoi des premiers Américains dans l'espace, les UDT continuèrent à participer au programme. Avant l'invention des navettes spatiales, les astronautes amérissaient dans une capsule équipée de parachutes. Les Navy SEALs plongeaient pour récupérer l'ogive. Une catastrophe fut évitée de justesse en 1961 à l'issue du vol de Virgil Grissom. La porte de sa cabine s'étant ouverte prématurément, la capsule fut inondée et coula. L'astronaute fut repêché in extremis. Dans le même temps, les États-Unis intensifiaient leur engagement au Vietnam. Les Navy SEALs furent chargés de surveiller les abords des côtes et le delta du Mekong, où ils commencèrent à être déployés en 1962. Leur mission ultra-secrète constituait à harceler le Viet Cong et à détruire ses bases. Une sorte de guérilla anti-guérilla. Mobiles et furtifs, les SEALs perfectionnèrent l'art de débusquer et de chasser l'ennemi. Une guerre insidieuse qui se pratiquait souvent d'homme à homme.
Quelques centaines de SEALs seulement furent engagés. Ils opéraient généralement par petits groupes, transportés sur des vedettes rapides ou par l'hélicoptère. Lâchés loin à l'intérieur des marais de Palétuvier, ils y attendaient que l'adversaire se manifeste. En 10 ans, les effectifs américains au Vietnam passèrent d'une poignée de conseillers militaires à plus d'un demi-million d'hommes. Les combats s'étendirent progressivement au Cambodge et au Laos. Les raids aériens atteignirent le Nord-Vietnam. Les B-52 bombardaient régulièrement la capitale, Hanoï, et le port de Haiphong. Une véritable guerre totale. Malgré la quantité énorme de matériel et de troupes qui leur étaient opposées, les communistes ne subirent jamais de défaite décisive. Dans certaines zones, comme le delta du Mekong, où opéraient les SEALs, la pression sur le Viet Cong était pourtant constante. Les méthodes de combat n'avaient rien de conventionnel et confinaient au terrorisme. Les SEALs pratiquaient l'embuscade. L'essentiel était de capturer les prisonniers. On commençait à parler de campagnes organisées d'enlèvement et d'assassinat. Le mystérieux programme Phoenix, piloté par la CIA, visait à l'élimination systématique des guerrilleros. Elle aboutit à d'incontestables abus. Les SEALs y jouèrent un rôle resté obscur, en raison du secret qui entourait chacune de leurs opérations. A posteriori, ils furent gravement mis en cause. Ils avaient en fait battu le Viet Cong sur son propre terrain, avec ses propres méthodes. Si vous rêvez d'un boulot excitant, rejoignez les SEALs. On ne nous met pas en chanson. On ne peut pas parler de ce que nous faisons. Mais au fond de votre cœur, vous serez fiers d'avoir effectué le travail. Après la guerre, nous ferons sans doute couler beaucoup d'encre. En attendant, pas d'espoir de décrocher une décoration ou la une des journaux. On préfère taire nos noms. Mais vous saurez ce qu'ont fait vos camarades. Vous connaîtrez la valeur de l'unité. Vous y aurez participé. On nous demande surtout de récolter des renseignements. Nous recueillons la moindre information, même un simple bout de papier gribouillé en vietnamien ou la plus petite trace de balle. Tout ce qui peut avoir une valeur significative pour nos officiers. Chaque homme doit avoir la force physique et mentale d'aller au bout de la mission et de tenir bon lorsque les choses tournent mal. Pendant la patrouille, c'est le silence absolu. Dès qu'on quitte le bateau ou l'hélicoptère et jusqu'au retour, on n'ouvre plus la bouche. À l'entraînement, on s'exerce au langage gestuel. Peu importe les signaux pourvu que tous les comprennent. C'est fou ce qu'un officier de renseignement peut tirer du moindre détail. S'il découvre par exemple que de grandes quantités de riz sont transportées sur la rivière, il saura qu'il y a beaucoup de monde dans les environs. Lorsqu'on additionne toutes ces petites informations, on finit par détecter le schéma des activités de l'ennemi.